Alors, une question de Youssef qui dit, est-ce qu'il y a une évaluation après la publication? Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure. L'évaluation, elle est faite par les chercheurs eux-mêmes. Parce que les chercheurs continuent de lire ce qui est publié, ils vont lire les articles, ils vont voir ce qui a été fait. Et puis, ben, bien sûr, il y a une évaluation naturelle qui correspond un petit peu à l'impact. Vous allez voir qu'une publication de qualité influente, avec une grande découverte, va être réutilisée par d'autres chercheurs. Donc ça, c'est un signe d'évaluation. On a aussi l'utilisation, par exemple, des gens qui vont utiliser les enregistrements dans les bases de données bibliographiques. Et aussi, on a, bien sûr, ce qui donne la naissance aux rétractions, c'est-à-dire que les chercheurs vont dire non, ce qui a été publié dans cette revue ou dans cet article, c'est n'importe quoi. Et il y a des lettres qui sont envoyées aux éditeurs, à l'éditeur en question qui va dire non, on n'est pas d'accord avec, euh, avec les résultats qui sont mentionnés, et donc ça va donner naissance à des rétractions. Et l'éditeur va dire voilà, ce papier qui a été publié dans tel numéro a été retiré en mentionnant la raison. D'accord? Donc ça, c'est l'évaluation grand public, j'ai envie de dire, après la publication. Les gens vont lire et bah, s'il n'y a pas de commentaires négatifs, bah, tout va bien. Euh, Sinon, oui, il y a une évaluation. C'est aussi ce qu'on fait quand on fait une revue de la littérature. Quand vous lisez quelqu'un qui fait une revue de la littérature, qui va parcourir la littérature, va aussi émettre des commentaires par rapport à la publication. Si je fais un état des lieux sur un sujet particulier, je vais regarder toutes les publications qui traitent du sujet et dans ma revue que je vais publier, je vais émettre certains commentaires. Il y a aussi des commentaires de livres, par exemple. Donc c'est un petit peu les critiques. On a ça dans tous les domaines, hein. Critiques de films, critiques de séries télévisées. C'est des gens qui vont donner leur avis. En science, c'est la même chose. On a des critiques de livres, critiques de chapitres de livres, d'accord? Où là, d'autres experts vont publier leurs critiques. Donc c'est ce qu'on appelle une review. On va faire une revue, une synthèse de la littérature. Ok, alors il y a une question intéressante de Hind qui dit je viens d'écrire mon article et je voulais utiliser des figures déjà publiées. Est-il nécessaire d'avoir l'autorisation de l'auteur et que dois-je faire? Ou bien je cite seulement la référence. Alors, alors bien sûr, il faut citer la référence, bien sûr. Vous allez citer en disant voilà, je fais référence à telle figure. Après, ça dépend au niveau des droits d'auteur. Donc ça, ce que moi je vous conseille, c'est d'approcher l'auteur et voire même l'éditeur de la revue en question, parce que ça peut potentiellement créer des problèmes sur les droits d'auteur. Et même l'éditeur de la revue dans laquelle vous avez soumis votre manuscrit va vous faire cette remarque. Donc si vous voulez citer ou réutiliser, donc là, il faut faire en sorte que vous vous appropriez les droits de cette figure. Et ça, il faut contacter l'auteur. Et j'ai même envie de dire plutôt la revue, parce que des fois même l'auteur n'est pas forcément conscient des droits d'auteur appliqués à la publication. Alors, il y a une question, Abdrazak, qui est intéressante, qui dit, est-ce que c'est obligé de justifier le choix de l'échantillonnage dans votre article? Alors moi, je vous conseille de le faire parce que vous dites dans quelles conditions vous avez travaillé. Si vous avez travaillé sur un ensemble de données limité, il faut expliquer pourquoi cet ensemble de données il est limité. Euh, Après, il y a les examinateurs aussi qui vont peut-être vous mentionner, voilà, il faudrait peut-être 1000 ou 200 ou 10 000, selon ce que vous faites, hein. Ça dépend de l'étude que vous faites. Euh, c'est important la taille de l'échantillon, bien sûr, quand on fait des stats, pour en tirer des conclusions significatives, la taille de l'échantillon nécessite quand même une certaine taille, d'accord? Donc, c'est bien de justifier aussi pourquoi votre échantillon a telle taille, ok? Ok, il y a une question intéressante de Wafa qui dit, les examinateurs de toutes les revues travaillent-ils sur la même grille d'évaluation? La réponse est non, mais ce que j'ai mentionné dans cette session, c'est l'examen classique, j'ai envie de dire, et même assez avancé. Pour être honnête, il y a des revues où l'examen est moins strict que ce que j'ai mentionné aujourd'hui. Après, ça dépend aussi de l'examinateur sur qui vous tombez. L'examinateur, récemment, par exemple, j'ai soumis un manuscrit.
trois auteurs, on a soumis un manuscrit, il y avait deux examinateurs, deux rounds, deux séries de révision. Et la première série de révision, un examinateur était vraiment généreux en termes de commentaires. Et le deuxième examinateur, beaucoup moins. Au bout de la première révision, ça y est, il était d'accord pour la publication, alors que le deuxième, il a encore 5-6 commentaires. D'accord? Donc, ce qui fait que ça dépend de l'examinateur sur qui vous tombez. Ça dépend de la réputation de la revue aussi. Il y a des revues qui sont réputées pour être beaucoup plus strictes en termes d'examen par les pairs parce que comme ils reçoivent énormément de manuscrits, ils peuvent se permettre d'être plus sélectifs en termes de qualité. D'accord? Moi, la grille que je vous ai mentionnée aujourd'hui, elle vous met dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire, d'un point de vue évaluation. Comme j'ai mentionné lors de la session aussi, il y a, il y a un point important aussi à prendre en compte, c'est que des fois, les revues vont mettre à votre disposition la grille d'examen, d'accord, selon laquelle vous allez être évalué. Si vous voulez soumettre dans cette revue, ben là, vous avez une chance inouïe parce que vous savez comment vous allez être évalué. Alors, c'est soit une grille ou soit même ce qu'on appelle des guidelines. Donc, vous allez avoir une sorte de guide pour les auteurs qui vont dire voilà ce qu'on attend de vous. Donc, oui, non, cette grille, elle est pas unique, hein. Ok, une question de Kenza qui dit, j'ai une petite question par rapport aux références au niveau de l'introduction. Y a-t-il une limite, genre un nombre précis au niveau des références? La réponse est non. La réponse est non, mais il faut que les références soient appropriées, pertinentes, récentes, et que vous ne ratiez pas certaines références importantes. Encore une fois, l'examinateur, selon votre étude, il va aller faire une recherche de la littérature sur votre sujet et surtout sur les publications récentes. Et il va s'intéresser, il va se poser la question, est-ce que les auteurs ou l'auteur a pris le temps d'analyser toute la littérature? Au moins la littérature la plus pertinente. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de limite. Si vous regardez d'un point de vue historique, je l'avais mentionné lors d'une formation sur la gestion des références, entre, entre 2009 et 2019 ou 2010 et 2020, à peu près 10 ans, le nombre de références moyens par publication a augmenté. On était à peu près à 30 références il y a 10 ans. Maintenant, on est à peu près 45 par publication, c'est-à-dire que les auteurs citent plus en moyenne. Après, ça dépend des sujets, ça dépend des disciplines, ça dépend de ce que vous traitez. Les reviews ont bien sûr statistiquement plus de références. Ça dépend aussi de votre sujet. Il se peut que vous travaillez sur un sujet où il y a peu de littérature, d'accord? Et donc, du coup, bah, vous n'aurez pas beaucoup de références. Alors, une question sur l'évaluation de l'introduction. Peut-être que j'ai été trop rapide. Quand on parle de l'introduction, en fait, c'est un petit peu comme, vous imaginez un film. Vous commencez pas le film au début, mais vous commencez à regarder le film et il y a déjà 1 heure qui est passée. D'accord? Vous n'avez pas le contexte, vous connaissez pas les personnages, vous connaissez pas l'histoire, vous connaissez rien. Donc l'introduction, c'est ça. L'introduction, c'est, il faut un fil conducteur. Quand je lis un article, j'ai envie de savoir de quoi on parle, c'est quoi le contexte, quel est le problème, parce que vous faites de la recherche, vous essayez de résoudre ou de répondre à des questions, vous essayez de résoudre des problèmes. Quels sont ces problèmes-là? Et pourquoi c'est important? Pourquoi vous le faites? Quel est l'intérêt? Alors, ça peut avoir un impact sur la vie des gens, ça peut être un nouveau médicament, ça peut être la compréhension, je sais pas moi, de l'éducation au Maroc, en Tunisie, en France ou n'importe où. Bref, il y a une certaine utilité. Vous le faites pas juste parce que vous avez envie de le faire, vous le faites parce que vous répondez à un problème et si on apporte des éléments de réponse à ces problèmes, alors du coup, vous justifiez votre travail de recherche et ça, on le mentionne dans l'introduction. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une certaine séquence logique, toujours bien de commencer par le contexte.
Ensuite, on explique pourquoi on le fait, pourquoi c'est important. Et ensuite, on explique comment on le fait. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, l'introduction. Et ensuite, on a, vous, en tant que chercheur, vous avez besoin de justifier que pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on sait déjà du sujet. D'accord? Est-ce que, quand je lis votre introduction, est-ce qu'on sait déjà ce qui a été fait par d'autres chercheurs sur le sujet? Est-ce que c'est clair? Ensuite, est-ce qu'on vous définissez clairement le problème ou la question de recherche? Et est-ce qu'elle est justifiée compte tenu de ce qu'on sait déjà? Si on sait déjà plein de choses sur le sujet et que vous, bah, vous apportez très peu d'éléments de réponse, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire de la recherche sur ce sujet et de publier? D'accord? Et donc, tout ça, on le dit dans l'introduction. Quand vous regardez, si vous lisez une introduction, il y a plein d'introductions classiques, hein, on commence par le contexte, ensuite on dit ce qu'on sait sur la littérature, sur le sujet, on a lu et on sait ce qui a déjà été fait, et on explique que ces méthodes-là peut-être sont incomplètes, ou ces études sont incomplètes, ou peut-être vous, à votre connaissance, le sujet dont vous traitez n'a pas été abordé, ou n'a pas encore été abordé, et donc vous abordez le sujet, et vous expliquez pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Alors, il y a une question, Mohamed, intéressante, qui dit quel est le profil d'examinateur, profil requis? Un profil d'un examinateur, c'est quelqu'un qui maîtrise un minimum le sujet. Alors, il y a certaines revues qui demandent à ce que l'examinateur ait au moins une publication. J'ai déjà vu ça. Et on n'est pas obligé d'avoir un profil. C'est bien d'avoir un profil. J'ai cette page qui est ouverte, Publons. Publons, c'est, alors j'en parlerai lors de la formation la semaine prochaine. C'est une plateforme qui vous permet de rendre public de manuscrits. Je peux vous montrer, par exemple, ici, je peux parcourir des chercheurs. Et voilà, donc là, j'ai quelqu'un qui est très actif. Voilà, il a 52 publications et il a fait 1665 examens de manuscrits, dont 47 ont été vérifiés par les éditeurs. D'accord? Donc je peux aller voir son profil et ainsi de suite. Donc il est en Australie, un auteur fortement cité, c'est un top examinateur et, euh, et on a des métriques. Et c'est comme ça aussi qu'on peut trouver des examinateurs, même des collaborateurs potentiels. Si je cherche, je sais pas moi, par exemple, moi je travaille en Centometry, Centometrics. Voilà, je vais prendre celui-là où il y a plus de chercheurs. Ok, donc là, j'ai des noms, par exemple, de personnes qui sont actives dans le domaine. Ok. Alors, une question de Omeima qui demande c'est quoi la différence entre une conférence et un article? Bon, une conférence, ça va être une présentation orale, donc vous allez soumettre un manuscrit qui est souvent plus court qu'un article, et l'examen par les pairs au niveau des conférences est pas du tout du même niveau, selon bien sûr les conférences et selon les revues en question. Les examens par les pairs au niveau des conférences est souvent moins strict et plus rapide. Alors, il y a une question de Mohamed très intéressante, alors j'en parlerai encore une fois la semaine prochaine. Comment intégrer une équipe d'examen de manuscrits dans une revue? Ben, il suffit de créer un profil alors, et d'aller voir les revues qui sont disponibles et qui utilisent Publons, par exemple. Moi, je vais vous montrer, d'accord? On a la possibilité, euh, alors moi, je l'ai déjà fait, mais on a la possibilité de dire qu'on est disponible pour faire l'examen pour cette revue-là. Et donc, quand l'éditeur va chercher des examinateurs, je vais vous montrer un autre exemple. Je pense que ça sera plus simple. Voilà, donc là, par exemple, ici, là, alors ça, c'est un partenaire officiel. OK, Quantitative Science Studies. Alors, je l'ai déjà fait. Donc là, vous avez ici les Transparent Peer Review. OK, donc les auteurs peuvent choisir si les articles vont mentionner l'examen qui a été fait, et ainsi de suite. Donc ça, c'est fait au niveau de la
Alors, je vais prendre je vais prendre une autre revue. Je vais juste donner un exemple. On peut le faire au niveau de la revue. Alors, je vais faire. Voilà. Est-ce que vous êtes intéressé pour faire l'examen pour cette revue? Ben, je clique ici et donc ça envoie une notification qui dit que ben, moi je suis disponible euh, pour, euh, pour faire l'examen des manuscrits que cette revue va recevoir. Alors je crois que je l'avais mis ici. Bref, selon ce que vous avez envie de faire, puis selon votre disponibilité aussi, hein. C'est pas dans mon profil ici. J'ai mentionné mon intérêt pour ces revues-là. Donc, c'est des revues assez connues dans le domaine, Journal of Scientometrics, Research Evaluation, et ainsi de suite. Bon, il y a des questions sur comment trouver des revues indexées Web of Science. Alors, moi, je vous renvoie sur cette formation qui s'appelle Choisir une revue pour publication, où je donne plein de conseils sur le choix de la revue. Non, le texte des résultats, doit-il complémenter les données ou être répétitif? Non, il faut complémenter les données, il ne faut pas être répétitif. Le graphique, c'est le graphique. S'explique, j'ai envie de dire, presque tout seul. L'interprétation des tableaux doit complémenter ce qu'on voit sur les graphiques. Une question intéressante sur est-ce que les examinateurs recherchent si la bibliographie des manuscrits contient des articles dans des revues prédatrices. La pertinence des références que vous utilisez est vraiment importante, c'est-à-dire qu'est-ce que vous citez. Imaginez que vous écrivez un article et dans votre article, vous citez que des blogs ou que Wikipédia ou que Google, etc. Donc là, du coup, c'est les références que vous utilisez, c'est un petit peu l'image de marque parce que ça va représenter les lectures que vous avez effectuées, les recherches que vous avez effectuées. Alors, comment peut-on se procurer les normes de rédaction propres à chaque revue? Bah là, il faut aller voir sur la revue. Si je prends Scientometrics, par exemple, si je prends Scientometrics, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ici, en tant qu'auteur, je vais aller dans la section auteur, OK, et je vais avoir Journal Editors, donc Journal Authors, ici, non? Et on a Author et Reviewer Tutorial. Donc, ici, cette revue-là explique aux examinateurs comment, on examine. OK? Donc, how to peer review. Donc, moi, je vais soumettre très prochainement un article à cette revue. OK? Donc là, je sais que pour cette revue, how to peer review, l'éditeur va expliquer comment, voilà, vous retrouvez les points que j'ai mentionnés. Closed peer review, double blind peer review, open peer review. Pourquoi on fait l'examen? Euh, Quels sont les bénéfices? Accepter une invitation, est-ce qu'on est qualifié? Est-ce qu'on a le temps nécessaire? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Alors moi j'avais 6 questions, là il y en a un peu plus, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est exactement ce que je vous disais. Alors bien sûr, ça une revue assez réputée. Toutes les revues, tous les éditeurs n'ont pas forcément cette page-là, mais ça vous donne une indication de ce que les examinateurs recherchent de manière générale. Il y a une remarque de Mohamed qui dit pour le single blind, je comprends pas pourquoi les examinateurs restent anonymes. Je pense que c'est compréhensible parce que si on est anonyme, j'ai envie de dire, on est plus libre de donner des feedbacks. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Euh, on n'a pas peur des réactions peut-être potentiellement négatives des auteurs et on est libre de donner le feedback qu'on veut. D'accord? Après, il y a la possibilité de publier l'examen, de décider, de dire, ça c'est selon la revue, de rendre public l'examen qui a été fait. On sait l'examen qui a été fait.
Ah, une question intéressante qui dit, si possible, ça arrive, quand vous faites la revue de la littérature, on ne trouve pas on fait la revue de la synthèse de la littérature, on ne trouve pas un travail sur le sujet qui nous concerne, mais après soumission à la revue, là, on constate qu'il y a un papier, et ça arrive, qui a déjà été publié, qui correspond à ce qu'on fait. Alors, lors de la synthèse bibliographique, j'avais donné quelques conseils. Je peux la mettre ici, cette formation. C'est de rester, idéalement, on a envie de rester en alerte et de rester à jour par rapport aux publications qui, qui arrivent sur le marché. Pourquoi? Parce que des fois, c'est pas trop tard. Il y a peut-être une publication qui arrive, mais c'est plus ou moins le même sujet, mais il y a de fortes chances que vos publications soient différentes. Et donc, du coup, il faut jouer sur la différence. C'est-à-dire qu'on va peut-être enlever une partie ou peut-être développer une autre partie. Donc, on reste pas sans rien faire. Il n'y a pas de conséquences parce que vous pouvez deux auteurs peuvent traiter du même sujet, mais de manière différente. Alors, combien de temps prennent les évaluateurs pour répondre ou pour examiner les articles? Ça dépend. Ça, vraiment, vraiment, ça dépend. Si vous prenez l'exemple c'est quelque chose que j'avais mentionné aussi lors d'une formation, chaque revue, alors il y a des revues qui ont ces informations. Cette revue, par exemple, entre le moment où vous avez soumis et la première décision, il y a en moyenne 2 mois. Et entre le moment où vous avez soumis et votre publication, votre manuscrit est accepté, il y a à peu près 6 mois. La vitesse, ça dépend en fait. L'examinateur, peut-être qu'il a besoin de 2 semaines, peut-être qu'il a besoin d'1 mois. Récemment, j'ai soumis un article, c'était au mois de septembre, on a eu la première réponse. Les examinateurs ont été assignés au manuscrit fin novembre et on a eu la première réponse fin décembre. Donc ça avait pris 3 mois et demi pour une première réponse, pour un premier examen. D'accord? Donc ça leur a pris 1 mois pour faire l'examen, mais un examen détaillé et poussé. Donc ça vraiment, ça dépend des examinateurs, ça dépend de la revue, puisque la revue, ça dépend aussi du nombre d'examinateurs auxquels ils ont accès. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que je peux envoyer en même temps un manuscrit à plusieurs revues? La réponse est non. De manière éthique, ça ne se fait pas. Très bonne remarque d'Islam qui dit comment faire quand les remarques des pairs sont incohérentes avec la littérature. Ça, c'est un très, très, très bon point. Alors, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec les examinateurs. Et donc là, du coup, quand vous allez faire une révision, vous allez reprendre votre manuscrit. Il y a des commentaires qui sont bien sûr valables, donc vous allez les prendre en compte, et d'autres sur lesquels peut-être vous n'êtes pas d'accord. Et donc là, vous allez argumenter, vous allez dire non, mais selon la littérature, voilà ce que dit la littérature. Peut-être que l'examinateur, ça arrive, peut-être qu'il n'est pas au courant. Et donc là, du coup, bon, ça crée un petit débat, mais si c'est fait de manière correcte, il y a généralement aucun problème. Oui, comment peut-on connaître l'impact d'un journal ou d'une revue scientifique? J'en ai parlé dans le choix de la revue. J'ai partagé cette formation. Il y a aussi sur l'impact, étude des profils des revues. Sur cette page, vous avez accès à tous les cours en vérité euh, que vous pouvez visualiser en ligne. Oui, alors il y a une question une question de Taha Yassine qui dit quelle est la relation entre l'article scientifique et la thèse? Autrement dit, est-ce que les deux traitent la même problématique ou il y a une différence? Alors ça dépend. Il y a des thèses donc dans la thèse, vous allez avoir plusieurs chapitres. Chaque chapitre peut être indépendant et chaque chapitre peut donner naissance à un article, à une publication. D'accord? Donc la thèse, c'est votre ouvrage dans son ensemble, qui peut même devenir un livre, alors qu'un article, ça va être une publication beaucoup plus courte et qui peut correspondre à un chapitre de votre thèse. Donc à une des problématiques que vous traitez dans votre thèse. Une question qui dit
Si on travaille sur un nouveau sujet qui n'est pas abordé par d'autres auteurs, le manque de références peut impacter l'évaluation du manuscrit. Non, non, pas forcément, puisque si vous prenez par exemple tous ceux qui ont travaillé sur le Covid, sur le coronavirus, fin 2019, début 2020, il y avait à peu près 500 références sur tout l'historique, jusqu'à 1967 ou 1968. Alors maintenant, il y en a plus de 100 000 ou 120 000, mais fin 2019, début 2020, il y avait 500 références. On parlait du MERS, H1N1, etc., mais on parlait pas du Covid-19 puisque c'était tout nouveau. OK? Puisque comme c'est nouveau, il n'y a pas beaucoup de références, donc du coup, bah, il y a tout à faire en fait. Donc le manque de références, c'est pas forcément un problème pour votre manuscrit, parce que il se peut que vous travaillez sur un sujet nouveau. Une question intéressante, est-ce que les examinateurs bénéficient d'un prix de la part de la revue? Les examinateurs sont indépendants, font ce travail de manière bénévole. C'est un travail important parce que c'est sur les examinateurs que repose la qualité de la science qui est publiée. Sur Publand, ça vous permet de rendre visible ce travail d'examen par les pairs que vous avez fait. Ce travail d'examen, OK? Après ce que font certaines revues, c'est qu'une fois par an ou 2 fois par an, ils vont dans un numéro remercier tous les examinateurs qui ont contribué aux examens des manuscrits, donc des manuscrits qui ont été publiés dans la revue. Mais il y a pas de prix. Est-ce que le review paper passe par les mêmes procédures d'un peer-reviewed paper? La réponse est que de certaines façons, un review paper est aussi analysé, il est aussi examiné. Mais c'est plus ou moins la même d'évaluation. Qu'est-ce qu'on gagne si on est examinateur? On gagne rien. On gagne pas d'argent. On contribue à la science. C'est une autre façon de contribuer à la science. Et il y a de plus en plus d'institutions qui demandent, j'ai parlé avec une institution la semaine dernière, où les chercheurs ont aussi envie de rendre visible ce travail d'examen. C'est pas que les publications, c'est pas que les présentations et les communications orales dans les conférences, c'est pas que l'enseignement. Quand on fait de la recherche, on peut aussi travailler en tant qu'examinateur. Et donc, on va inclure ce travail de recherche, parce que c'est un travail qui est important, dans son CV. Mais on ne gagne rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prix derrière l'examen que vous faites.